Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ce décor magnifique en pleine nature. Nous sommes au Jardin d'Essai avec bien sûr tous nos invités, nos équipes, notre équipe technique bien sûr. Et nous allons vous accompagner durant 1h30 d'émission avec bien entendu donc, des thématiques très intéressantes. Il sera question énormément aujourd'hui d'écologie. Nous allons beaucoup en parler avec une jeune qui fait partie d'un groupe donc, de recycleurs. Ils vont nous montrer leur façon de recycler des meubles, des objets, en tout cas donner une nouvelle vie à des objets tout en respectant la nature. Nous aurons également une invitée qui nous vient donc de Bdjaïa. Vous avez l'habitude de la voir à travers la chanson. Elle est artiste, elle est comédienne. Cette fois-ci, vous allez la voir sous une autre casquette. Elle est écologiste née puisqu'elle défend bien entendu la nature, l'environnement. Vous allez la voir à travers ses différentes actions. Il s'agit de Souha Oulha qui sera notre invitée. On commencera également l'émission pour recevoir aussi la vétérinaire en chef du Jardin d'Essai. Elle va nous parler donc des animaux, donc du Jardin d'Essai, comment se fait l'entretien. Ça fait 11 ans qu'elle travaille ici au jardin et je peux vous dire qu'elle connaît un par un tous ses pensionnaires, les animaux bien entendu. On terminera l'émission aussi avec une actualité. C'est un architecte qui viendra nous parler bien sûr d'un beau projet, un projet réalisé avec la Wilaya d'Alger, un projet qui est appelée la ligne verte. C'est dans le sens aussi donc, de la protection de l'environnement, l'écologie. Cette ligne verte sera donc détaillée avec notre invité qui lui aussi est directeur de la célèbre revue Vie de Ville. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Là, je suis dans mon élément. Je suis avec cette nature, ces arbres, ce beau soleil et surtout ce beau bougainvillier que vous voyez juste derrière moi. On aura l'occasion tour à tour donc, à travers nos émissions puisqu'on a posé nos valises ici au Jardin d'Essai ces jours-ci. Et on va continuer à chaque fois de vous faire découvrir un beau coin donc, du jardin. On va aussi avoir de beaux reportages que vous allez suivre à travers notre émission. Et puis je vous laisse tout de suite en compagnie de Mohk Paco. On se retrouve juste après. Voilà, c'est avec ces rythmes qu'on débute notre premier plateau. Nos invités, bien entendu, vous le savez. Nous allons commencer avec nos amis les bêtes. Et oui, nous allons parler, bien entendu, de nos pensionnaires, les pensionnaires du zoo du Jardin d'Essai. Et avec nous, pour nous en parler, une personne qui les connaît bien, qui les côtoie tous les jours, qui prend soin d'eux tous les jours. Il s'agit de Nezha Houchen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes chef de service vétérinaire au niveau donc, du Jardin d'Essai. Oui, absolument. Et ça fait 11 ans que vous travaillez? En fait, oui, ça fait 11 ans que je travaille au Jardin d'Essai. Et c'est un métier... C'est une passion d'abord. Oui, absolument. Vous avez fait des études de vétérinaire, bien entendu. Vous avez toujours été proche des animaux. Et là, ça y est, c'est un métier à part entière. Vous êtes toujours aux petits soins de ces animaux. Et il en faut parce que, bien entendu, ce sont donc des pensionnaires. Mais il y a donc des visiteurs. Il y a donc toute une machine qui se met en place. Bah oui, absolument. C'est tout un monde, c'est un univers. C'est des êtres vivants. C'est ça. C'est des êtres vivants, c'est du vivant, c'est passionnant. Alors, aujourd'hui, on va faire un gros plan sur votre métier. Un métier qui donc, nous invite chaque jour à faire des découvertes parce qu'il y a donc différents pensionnaires, on va dire. Ce sont les animaux avec un grand A. Donc le règne animal, vous le connaissez bien, vous le maîtrisez sur le bout des doigts. Vous avez des oiseaux, des volatiles, donc les oiseaux, toutes les espèces. C'est la faune sauvage. Attention, c'est la faune sauvage. Pour un vétérinaire, c'est l'extra. Donc, exactement. Parce on ne parle pas de chats, chiens, oiseaux. Des petits animaux domestiques, non. On parle de tigres, de lions, d'ours, d'animaux sauvages. C'est un monde autre. Oui. Alors, tout d'abord, le Jardin d'Essai, c'est un jardin botanique qui comprend un petit jardin zoologique. On ne parle pas de zoo ni de parc zoologique. C'est un petit jardin zoologique d'1 hectare. Il a toujours existé ? Il a été créé en 1900. Au début, c'était juste un lieu de transit des animaux sauvages, de la faune sauvage, des animaux provenant de l'Afrique vers l'Europe. Aujourd'hui, sa vocation est tout autre. Mis à part
le côté loisir, attractif, il a une vocation autre, un rôle qu'il doit jouer dans la conservation des espèces animales sauvages menacées de disparition, notamment autochtones, mais aussi exotiques. On sait principalement qu'il existait un animal vraiment, c'était un reptile qui était empaillé, il existe toujours? Vous parlez de Jacqueline. Oui, le crocodile. L'alligator de Mississippi. Alors l'alligator de Mississippi qui a vécu, il ne faut pas que je dise de bêtises, 99 ans. D'accord. 99 ans. On peut dire qu'il avait la peau dure. Exactement, absolument. Oui. Et ben, ce qui est génial au jardin d'essai, c'est qu'il y a ce microclimat qui permet un record de longévité. Il n'y a pas que Jacqueline, il y a aussi Hector, le condor des Andes, qui a vécu 119 ans. Quand même. Ah bah oui, il a été mentionné en 92 au livre Guinness. Oui. Bah, c'est un record. Nous avons des records de longévité. Nous avons perdu récemment une panthère tachetée. Elle a vécu plus de 20 ans. Wow. Ah oui. C'est un record pour ce genre d'espèce. Il faudrait qu'il trouve le cadre adéquat, bien sûr. Exactement. Et c'est pas évident quand on parle de captivité. Alors vous êtes spécialiste justement dans la reproduction en milieu fermé, clos, c'est-à-dire en captivité. C'est assez inédit d'avoir des naissances comme vous en avez eu. Bah oui. Je vais vous parler d'une naissance extraordinaire que nous avons eue le mois passé. Oui. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un bébé hyène rayé. Alors déjà, la hyène rayée, c'est une espèce autochtone de notre pays qui est protégée par la loi algérienne et qui est menacée de disparition. D'accord. Malheureusement, elle est victime de son apparence, qui fait peur, qui répugne un petit peu. Oui. On en a peur parce c'est un animal sauvage. Et puis elle est confondue avec la hyène tachetée. D'accord. La hyène tachetée, qui vit en Afrique, elle est vraiment féroce, elle est dangereuse. Pas la hyène rayée, la nôtre. Mais on dit que les hyènes sont inoffensives, c'est-à-dire qu'elles s'attaquent à la charogne. En général. Oui. Mais la tachetée, elle est beaucoup plus agressive. Mais la rayée, non. Et là, nous avons eu une naissance. À ma connaissance, c'est la première en captivité en Algérie. D'accord. Vous en êtes fiers? Oui, absolument. Je sais que vous avez fait énormément de travaux. Il y a des collaborations qui se font aussi avec l'université. Vous avez travaillé avec le professeur en biologie qui est aussi vétérinaire de formation. Professeur Igrouada. Que je salue d'ailleurs. Voilà. En fait, nous travaillons sur un projet qui est très très intéressant et très ambitieux. Qui est sur la reproduction artificielle des animaux. Nous avons un problème avec certaines espèces animales qu'on n'arrive pas à reproduire naturellement. D'accord. Pour plein de causes. Ça a commencé avec la panthère. Nous avons un mâle qui a un problème locomoteur. Il a eu un accident à l'âge de 3 mois et du coup là, il n'arrive pas à coupler correctement. Il faut bien sûr assurer la génération. Exactement. Et malheureusement, c'est le seul mâle en captivité en Algérie. Il y a une femelle à Djidjel, mais sinon nous avons le seul mâle en captivité. Voilà. Donc ça a commencé par un besoin. Et là, on travaille depuis 3 ans sur le projet. Et avec le professeur Igrouada de l'université de Béjaïa, avec le professeur Qaïdi de l'université de Blida. Nous avons fait plusieurs ateliers. Donc tout d'abord de techniques de récolte de la semence. D'accord. Maintenant, on est devenu expert, on maîtrise en la matière la technique de collecte, qu'elle soit manuelle ou alors par électroéjaculation. Très bien. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'examination de la semence, de la qualité de la semence. La troisième étape, c'est la conservation par congélation, la décongélation et l'insémination artificielle. Vous avez pratiquement une banque de conservation. Justement, c'est le projet grandiose. C'est la création de banques de semences, la première en Algérie, de la faune sauvage. C'est extraordinaire. Dans un premier temps, ça va être la faune sauvage captive. Oui. Et pourquoi pas la faune sauvage. Voilà. On entend parler la passionnée et vous n'êtes pas seul parce qu'il y a toute une équipe qui travaille avec vous. Absolument. Pour saluer aussi tous ces biologistes, chercheurs et surtout bien sûr vétérinaires qui travaillent. Pas que les vétérinaires, même l'équipe de soigneurs, des animaliers et nos partenaires des parcs zoologiques nationaux. Parce qu'il y a notre projet qui est la création du réseau national des parcs zoologiques nationaux, voilà, ce qui va nous permettre de travailler en collaboration. Déjà, on travaille en collaboration avec la plupart des parcs nationaux via des conventions de partenariat que nous avons signées, mais le réseau va nous permettre de travailler encore plus officiellement. Tout à fait. Alors,
Et bien entendu, on va voir d'ailleurs quelques photos de vos pensionnaires d'ailleurs. Oui. Ces animaux, c'est vrai qu'il y a des cages et tout, etc. Le directeur nous avait parlé bien sûr d'un renouveau donc, dans la présentation des animaux, c'est-à-dire aménager de nouveaux endroits, enclos, etc. Alors en fait, nous avons profité de la période de confinement. Oui. Les animaux ont bénéficié d'un repos extraordinaire. Oui, oui, parce que c'est clair, tout le monde est curieux, veulent connaître, les gens veulent connaître, les enfants veulent se rapprocher un petit peu plus des animaux, veulent les approcher d'un petit peu plus près. Alors nous avons profité de cette période de confinement, on a fait quelques travaux de rénovation, notamment de ferronnerie. Nous avons réussi à enrichir quelques enclos avec de la terre végétale et du gazon naturel. C'est extraordinaire, c'est magnifique à voir. Les animaux sont très heureux, très contents, notamment les panthères et les tigres. C'est extraordinaire. Nous avons un projet de construction d'un grand enclos de fauves aux normes internationales avec grand bassin et façade vitrée. Oui. Parfait. Magnifique. Alors nous avons déjà le bureau d'études qui s'occupe de l'étude. On est en phase d'études. Et puis aussi nous avons eu l'enveloppe pour la construction de 4 enclos pour primates, aussi avec façade vitrée. Ça va changer la vision de ce jardin. Alors vous n'avez pas peur quand vous rentrez soigner ces animaux sauvages? Non. Il y a les soigneurs aussi qui connaissent parfaitement bien, qui n'ont pas peur du tout? Pas du tout. Aucun risque? Pas du tout. Je vous raconte, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, où nous avons fait une intervention chirurgicale sur un ours. Notre ours, Natacha, d'ailleurs, le public nous demandait souvent qu'est-ce qu'elle a aux yeux, Je profite de l'occasion pour le rassurer. Elle avait un problème au niveau des yeux, une luxation de la glande nectitante. Et là, je remercie le maître assistant Dr Ben Abdelwahab, si vous permettez, qui nous a assistés pour l'intervention chirurgicale. Nous avons procédé à l'exérèse de la tumeur, parce que finalement c'était un processus tumoral de l'œil de l'ours. Très bien. En attendant le deuxième, Inch'Allah. Je crois qu'on est en train de voir les images d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Je voulais rassurer le public parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'elle a. Eh bien, on rassure le public. C'est vrai que le public est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des attentif. Qui sont... On nous rapproche de tas de choses sur les réseaux sociaux. Oui, justement, il y a les zoos. Alors, ce sont des animaux, ils sont affamés, on leur donne pas assez à manger, ils sont mal soignés, ils sont mal pris en charge. Eh bien, soyez sûrs, ils mangent à leur faim, ils ont un régime alimentaire très équilibré, ils sont très bien pris en charge. C'est très difficile d'assurer justement ce suivi, les subventions pour prendre en charge donc, les animaux. Franchement, non. Non, on est un épique de la wilaya d'Alger, donc alhamdoulilah, on est bien servi. Notre problème au niveau du zoo, c'est qu'il est étroit, c'est petit. C'est l'infrastructure, c'est tout. Donc on espère avoir plus d'espace, peut-être, pourquoi pas, une petite annexe au niveau du jardin, pourquoi pas. Donc, pour améliorer la qualité de vie de ces pensionnaires. Très bien. Et puis, on va voir d'autres animaux. On parle des oiseaux. Une très belle collection aussi d'oiseaux. Alors ça va des canards, des passereaux, voilà, des perroquets, des fauves aussi. Oui. Nous avons en tout 70 espèces confondues, de l'ours aux petits canaris. Donc, c'est magnifique, Une belle variété. C'est petit, mais c'est très varié. Et c'est chaleureux, je trouve que c'est chaleureux. Tout à fait. Alors, il y a donc aujourd'hui, vous avez du monde, c'est-à-dire point de vue donc entretien, etc. Est-ce que ça recrute aussi des vétérinaires? On a besoin encore plus de vétérinaires au jardin d'essai? Non, ça va. Ça va. Nous avons une très bonne équipe qui est motivée, qui est dévouée, qui travaille. On assure des permanences de nuit quand il faut. On est aux petits soins des animaux. Il y a des animaux abandonnés par la maman. Et ben, les soigneurs les allaitent jusqu'au sevrage, 8 semaines d'affilée, sans arrêt, jour, nuit. Non, c'est un travail permanent et quotidien. Et si on n'aime pas, on ne peut pas. C'est vrai. Alors, il y a des animaux qui sont endémiques à l'Algérie. Par exemple, nous avons le fennec. Oui, absolument. Aussi, à protéger aussi. À protéger, justement. Le fennec est un des espèces programmées dans la liste des animaux à récolter la semence. Pour protéger, préserver la semence. Voilà, les gazelles aussi. Les gazelles d'Orcas. Et je vais me vanter un petit peu parce que nous avons réussi à avoir les 3 espèces. On est le seul
jardin zoologique qui détient les 3 espèces la fierté, de gazelle. hein, on le sent, hein. Dorcas, leptocère et cuvier. Oui. C'est petit, mais c'est très ambitieux. C'est très ambitieux. C'est En petit, tout cas, mais, on est ravis de merci faire beaucoup. connaissance avec tout ce potentiel que vous Merci avez beaucoup. et surtout cette passion que vous transmettez et que j'espère que vous allez transmettre aux téléspectateurs ce matin. Merci. Et puis, bien entendu, rappeler encore une fois tous les efforts. Il ne faut absolument pas donner de nourriture aux animaux. Ah oui, oui, oui. Ne donnez pas de nourriture aux animaux. Respectez, Ils s'il ont un vous régime plaît. alimentaire. Ah oui, 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 oui. Chaque espèce animale, chaque animal a son régime spécial et spécifique Alimentaire. pour lui. Mhm. Selon son anatomie, sa physiologie, son état, son âge, le sexe. C'est très bien étudié. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas à manger. Et s'il vous plaît, respectez la barrière de sécurité. C'est sûr. C'est sûr. On a eu des accidents, mais très rarement. Exactement. Mais il faut faire très attention, faire surtout pour les petits. Ils ne le savent pas. Un animal sauvage, ça ne pardonne C'est pas. imprévisible. Ça ne pardonne pas. Tout à fait. Voilà. Il y a donc d'autres espèces qui ont été ramenées. C'est vrai que c'est pas leur état, leur climat naturel, mais bon, ils se sont très bien acclimatés. Absolument, absolument. Je vous ai dit au début, le jardin d'essai permet un microclimat extraordinaire. Oui. Ah, extraordinaire, oui. Tout à fait. Et puis en tout cas, bravo à vous. Merci. Merci Ça a beaucoup. été en tout cas un plaisir de faire connaissance avec vous et surtout Le de plaisir parler de votre partagé. passion. Merci. Ça a été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on Merci vous dit beaucoup. bonne chance Merci. et puis on se reverra probablement. Avec Peut-être pour un reportage spécifique, pour Avec peut-être plaisir. une de ces reproductions inédites que Avec vous plaisir. avez si bien Avec plaisir. citées. À Avec très plaisir. bientôt. Merci Je beaucoup. rappelle Nezha Fouchen. Vous êtes donc chef de service vétérinaire ici au Jardin d'Essai. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser au recyclage. Je vous l'ai annoncé, cette émission aujourd'hui prendra une petite touche écologique, toujours dans la protection de l'environnement, de la nature. Eh bien, il y a eu un groupe qui se sont donc constitués en groupe de recycleurs. On va en voir un exemple. Un monsieur qui travaille avec, bien entendu, le bois et surtout, donc vous allez le voir à travers ce reportage signé Maya Amrani. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets arrivés en fin de vie. Les produits recyclables comprennent certains métaux, plastiques, carton, bois, fer et autres. Bon, voilà, c'est une table que je l'ai fait moi-même. Le bois de récupérer les chantiers. C'est un bois rouge qui assemblé et pensé. C'est un mur, on appelle ça un bardage de bois. Le bardage en bois, c'est fait généralement en bois de palette. Nous, on l'a fait avec des bois d'emballage des machines. Ce lustre, il est récupéré d'une planche en chêne naturel. C'est un chêne naturel. Le barbecue est fait de cette bouteille de gaz réfrigérant qui est récupérée chez le frigoriste. Dans son espace jardin, Abbès, designer autodidacte, improvise et crée selon son imagination, agréablement entouré de plantes et de fleurs qui lui apportent une meilleure inspiration et une bouffée de fraîcheur. C'est un barbecue qui est fait sur commande avec de bois de récupération, toujours. Voilà, avec des bouteilles à gaz réfrigérant qui sont récupérées chez un frigoriste. Celle-là, c'est une poubelle qui est faite de bois de palette, récupération. Voilà, on met le sachet. Quand elle est pleine, voilà, on peut prendre, on le tire. Et comme ça, notre poubelle est protégée contre les chats, Bon, c'est une table qui est faite de bois de récup, encore. Il y a parce que c'est de la récup. Vous voyez, c'est le fer est ancien, déjà utilisé. Les chevrons récupérés chez le menuisier. Comme ça, on peut travailler à l'aise. Les palettes transformées puis traitées apportent une note naturelle et scandinave dans cet intérieur entièrement conçu par l'artisan. Voilà, c'est un comptoir que j'ai fait de bois récupéré, d'emballage des machines, celui-là qui vient d'Europe. C'est bien traité et bien dur.
J'ai utilisé même des faux parquets, dalles de sol faux parquets, des chutes. Avec ce bois. Avec ce bois qui est Solide. voilà, c'est solide. C'est la polystyrène, c'est une polystyrène, aspect pierre. Des chutes qu'on a récupérées encore. Et on a fait ça. Ça, c'est de récupération de l'MDF de Chantilly. Abbès est un membre d'un groupe d'artisans ayant jugé nécessaire de mettre en place un réseau d'échanges permettant de développer les contacts entre les différents acteurs de la filière. Oui, je suis un membre de groupe La Recyclerie des Aides, où il y a beaucoup de bricoleurs comme moi, des recycleurs, qui ont fait l'échange des idées, on fait l'échange des objets. À l'époque de la crise économique, j'étais avec mon père à l'aide sur le chantier. C'est là où il a découvert la patience chez moi. L'utilisation des déchets par le recyclage, c'est débarrasser la planète de la pollution et l'encombrement des déchetteries. Un savoir-faire qui, on l'espère, perdurera dans le temps. Voilà, vous avez pu voir ce reportage, un autre passionné justement qui a une passion. Il recycle des palettes en bois, il en fait des meubles aussi magnifiques. Eh bien, on va en voir aussi d'autres passionnés qui travaillent aussi avec cœur. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils obtiennent, ils le proposent aussi aux personnes donc, qui viennent visiter leurs expositions. À l'exemple aussi de nos deux invités ici présentes, il s'agit de Farah Houkassi, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Marhaba bik. Merci pour l'invitation, je vous remercie. Là, c'est le mec qu'on vous a vu. En fait, vous faites partie de ce groupe de recycleurs. Exactement, c'est le groupe de la recyclerie des aides. Oui. C'est une plateforme intermédiaire qui met en contact des particuliers pour achat, vente, échange de produits de seconde main, afin de leur donner une seconde vie. Voilà. Et ben, en tout cas, on va parler donc avec vous dans un moment. On va présenter aussi notre autre invité. Il s'agit donc de Yasmine Aradi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est gentil. Vous êtes aussi passionné. Vous fabriquez des savons. Oui, mes petits bébés. Voilà, magnifique, bien emballé. Merci. On va parler donc de votre passion dans un moment, voir de quel univers vous êtes venu pour avoir tout laissé tomber et aller vers, bien sûr, l'artisanat et le savoir-faire. Parfait, Voilà. avec plaisir. On va revenir bien entendu à Farah qui, elle, est également a tout laissé et s'est consacrée à cette passion, la recyclerie. Alors c'est aujourd'hui une nouvelle tendance, c'est une tendance mondiale. Et comme aujourd'hui nous sommes au Jardin d'Essai, on a voulu faire profiter aussi le téléspectateur. Nous avons aussi nos défenseurs de la nature, ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de nos enfants, etc. Vous, c'est un petit peu le cas, hein? Exactement, c'est le cas. On cherche d'optimiser notre quotidien et d'encourager surtout le déchet zéro. Pourquoi jeter un meuble alors qu'on peut l'utiliser, on peut lui redonner vie. Oui. Et c'est ça en fait, c'est ce que j'ai découvert avec le groupe. La recyclerie des aides. Et c'est ce qui m'a donné envie, quand les membres publiaient leur transformation, leur DIY, ça m'a vraiment donné l'envie de le faire aussi. Et c'est pour ça que déjà j'avais commencé par des meubles que je trouvais chez moi. Oui. Je commençais à faire des transformations et des idées avec le temps. C'est des idées, on a des idées, on change. En fait, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, vous mettez ça sur Internet. Bon, pour l'instant, vous dites, je ne veux pas trop me détacher de ces meubles. Mais en fait, ça serait peut-être aussi une façon de vendre aussi des meubles assez design et personnalisés, que vous pouvez personnaliser à la demande du client, par exemple. Exactement, oui. J'y avais pensé. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé par... Parce que c'est quelque chose que je n'ai même pas mis... qui m'est relevé assez, Jet Hagda, comme je vous ai dit, avec le groupe, c'est lui qui m'a motivé, qui m'a donné l'envie de créer. Et du coup, c'est même des meubles que j'ai achetés directement sur le groupe de la recyclerie. Carrément. Et que j'ai transformé. C'est comme après, on va voir la coiffeuse qui était un bureau. Oui. Ou bien une table aussi que j'ai modifiée, une ancienne table que j'ai modifiée. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont beaucoup donc, de designers, d'architectes d'intérieur qui travaillent avec bien sûr ces objets à qui ils redonnent vie. Exactement. Ce sont des objets aujourd'hui très tendance
ils customisent. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Exactement, c'est dans la déco. customisé. C'est le DIY. DIY. Le upcyclage, le recyclage. Alors là, vous nous avez ramené des photos. Oui, oui. Il y a donc des meubles bruts. Exactement. D'anciens modèles avec du bois brut. Exactement. Vous poncez, vous nettoyez d'abord. Déjà, le ponçage est très très important pour un meuble en bois. Comme ça, la peinture va bien adhérer sur le bois. Bien sûr, le nettoyage après le ponçage est aussi très important. Et après, choisir une peinture idéale pour le bois, pour pouvoir préserver. Une peinture spéciale bois, bien sûr. Spéciale bois, exactement. Moi, personnellement, je cherche des peintures sans odeur. Parce que comme je fais de la peinture à la maison et j'ai une petite fille de 13 mois, donc je préfère minimiser l'odeur surtout de la peinture. C'est ça. Et voilà, j'essaye de le faire. Et comme vous êtes une écologiste, exactement. Vous faites attention à tous ces détails. À tous ces détails, exactement. Et voilà, j'essaye de redonner une seconde vie à des meubles qui s'enternent, qui étaient même faits pour les jeter. Hein. C'est ça, aux encombrants, comme on les appelle. Les encombrants, ce sont donc des meubles dont personne n'en veut. Ça y est, on les met, on les jette et finalement, ils ont une nouvelle vie. Exactement. Et ça fait toujours plaisir. Les gens ne les reconnaissent pas après. Ils ont une nouvelle vie. Derrière les images que vous nous avez ramenées, il y a des coiffeuses très colorées avec des petits personnages pour les chambres d'enfants, par exemple. Voilà, exactement. J'avais fait un petit meuble pour ma petite fille. Comme toujours, les jouets sont un peu partout. Donc, je me suis dit, tiens, j'avais vu un meuble sur la recyclerie je me suis dit tiens pourquoi pas celui-là je vais le transformer et le faire pour ma petite fille. Maintenant elle range ses jouets. Voilà, on est dedans. En train de les voir d'ailleurs à l'écran. Ce sont donc de très beaux meubles avec aussi une vie et qui vont encore accompagner assez longtemps. Peut-être le petit enfant qui deviendra adolescent, il faudra encore lui changer sa chambre. Oui, exactement. Et bien entendu s'adapter. On essaiera de trouver d'autres idées à chaque étape de vie. Voilà. Alors quand vous changez tout, vous êtes obligé aussi de changer les poignées de porte, peut-être pour réactualiser. Exactement. Bien sûr, on doit changer les poignées, tout ce qu'il y a à changer, tout ce qui peut apporter une seconde vie. Si on peut récupérer des choses qu'on peut recycler, oui. Mais après, en fait, c'est des idées, c'est de l'imagination. C'est-à-dire que ça vient tout de suite quand vous voyez l'objet, le meuble comme ça brut? Non, ça ne vient pas tout de suite. En fait, moi, j'ai le meuble, j'ai une idée. J'ai une idée pour faire, par exemple, comme la coiffeuse. Je vous donne un exemple. J'ai vu le bureau, je me suis dit, tiens, celui-là, je peux le transformer en coiffeuse. Mais après, je ne me suis pas dit que j'allais faire du papier peint dans les tiroirs. Je ne me suis pas dit qu'après, je vais changer, je vais mettre du papier adhésif. En fait, c'est au fil du temps. À chaque fois, je rajoute quelque chose. Je rentre dans un magasin de peinture, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça, je vais le rajouter. Ça vient vraiment, c'est l'imagination qui est débordante et toujours... Et aujourd'hui, tout votre temps est occupé par cette passion, cette pas nouvelle tout mon passion. Temps, parce que mon temps est fait avec votre petite fille. Avec ma petite fille, mais voilà, j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi et m'évader parce que vraiment, c'est un moment d'évasion. C'est ça, une passion qui devient aujourd'hui un moment d'évasion. Vous y travaillez avec beaucoup d'amour. En tout cas, on a été ravis de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Et surtout travailler avec cet esprit de recyclerie. Et c'est un groupe qu'on a voulu faire connaître auprès des téléspectateurs. Une autre passion, vous allez la découvrir avec nous. C'est donc notre amie qui, elle, s'est consacrée carrément au savon. Il s'agit de Yasmine Laradi qui, elle, a tout laissé tomber aussi. Son métier à la base, vous étiez donc très occupée, une femme presque très, très affairée. Oui, on peut dire ça. Quand on travaille dans les ressources humaines, on n'a pas le temps de se gratter la tête, j'ai envie de dire. C'est un boulot très très prenant. Je n'ai pas quitté ce métier parce que je n'aimais plus ce que je faisais, mais j'étais juste fatiguée de dealer avec l'humain qui est difficile. On a beau faire beaucoup de choses, les gens ne sont jamais satisfaits, j'ai envie de dire, malheureusement. Bon, c'est l'humanité. Et je saturais un peu, je sentais que je m'étouffais. Je me suis reconvertie dans la fabrication de savon. Comment ça m'est venu? Environ une année avant de décider de me lancer. J'avais déjà commencé moi-même à fabriquer mes propres savons à la maison dans une optique éco-responsable. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits chimiques que l'on retrouve dans les gels douches, les savons industriels, Comme on les appelle, ce sont donc des éléments perturbateurs. Oui, il y a beaucoup d'éléments perturbateurs endocriniens, justement, dans ce genre de produits. Oui, tout à fait. Et puis, ça produit énormément de déchets. Le nombre de bouteilles de shampoing, de gel douche qu'on retrouve... Alors qu'avec un savon, on pourrait faire le tout. Exactement. Bon,
Je vous conseillerais pas toutefois de laver les cheveux avec, sauf si c'est un savon qui contient des argiles et principalement le rasoul. Voilà, car c'est une superbe argile pour les cheveux. Vous vous êtes rendu compte que le savoir-faire de nos ancêtres, nos grands-mères n'avait pas changé? Ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris. Voilà, à l'époque, ils avaient déjà tout compris, mais on se laisse vite emporter dans le sillon de la modernisation, de tout ce qui est in, de tout ce qui est branché à la mode, avec toutes les publicités qu'on voit. Vous vous axez aussi sur l'emballage, qui n'est pas à négliger, c'est pas négligeable justement, c'est pour attirer l'œil déjà, le regard. Et surtout, comme aujourd'hui, la femme est plus tournée vers tout ce qui est moderne, etc. Elle a besoin d'être aussi bien présentée, c'est-à-dire que ça doit être bien présenté. Voilà, en fait, moi, sur la partie emballage, j'essaye d'être minimaliste, justement, pour essayer de réduire cet impact, comme disait notre cher ami, pour essayer d'aller vers un zéro déchet. Ça reste assez difficile tant qu'il y a de l'emballage. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'aller vers des emballages minimalistes qui vont pas prendre beaucoup de place et polluer moins, mais dans mon optique, Inch'Allah, j'espère que ça va marcher, j'ai envie de faire carrément de la vente en vrac, justement pour supprimer cet emballage. Un sel de bain, vous ramenez votre bocal en verre, je vous le remplis, il n'y a pas de problème. Une lotion bar, je peux vous la faire. Bon, aujourd'hui, je la présente comme ça dans une petite boîte métallique, par souci d'hygiène en fait, parce que vous allez la déballer, vous allez l'utiliser, après vous n'allez pas la laisser à l'air libre, elle va prendre la poussière, les bactéries. Donc aujourd'hui, vous l'achetez avec votre petite boîte, vous revenez demain avec la même boîte, je vous redonne une lotion bar à la place, etc. Donc vraiment, je vise ça. Il y a cette histoire de confiance après avec producteurs, consommateurs, directs, etc. Alors il y a aussi donc cette passion que vous avez découverte par hasard. En fait, vous avez trouvé une formation sur Internet, vous vous êtes dit allez, pourquoi pas. Exactement. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Bon, en fait, j'avais déjà commencé à fabriquer mes propres savons à la maison, à tester en faisant beaucoup de recherches. Et le jour où j'ai trouvé la formation, je me suis dit tiens, autant bien maîtriser la question, parce que même si je le fais uniquement pour moi, j'ai pas envie de tomber malade ou de créer des dommages à mon entourage ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est comme ça que je suis allée vers la formation et j'ai continué à faire ça juste pour le plaisir, à donner mes savons, les offrir autour de moi. Et le jour où j'ai décidé réellement d'arrêter de travailler, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers le savon, j'ai des retours positifs, j'adore ce que je fais. Allez, on y va, on commence l'aventure. Donc l'aventure a commencé et bien entendu vous avez exposé ça sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une exposition, vous avez été en contact aussi avec le public? Oui, une seule exposition vu que juste après il y a eu le COVID. La crise sanitaire, le confinement, etc. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en faire plus, mais ce fut une exceptionnelle expérience, vraiment. En tout cas, bravo à vous. Et puis j'espère, en tout cas, ils ont l'air très bio. Ils ont l'air aussi de sentir bon. D'ailleurs, dès qu'on a commencé à les installer, il y avait ces senteurs naturelles aussi, avec bien entendu les huiles essentielles aussi. Tous ces produits, ce sont des produits pour la plupart naturels qui n'altèrent pas la peau. Il y a certains produits qui altèrent malheureusement, mais ça, j'ai bien été obligée de m'adapter à la demande. Au départ, quand je me suis lancée, je faisais des savons non colorés, non parfumés, et sur commande, je faisais des savons parfumés aux huiles essentielles. Et j'utilisais aussi beaucoup les poudres naturelles, telles que le curcuma, la poudre d'écorce d'orange, le charbon, etc. Mais j'avais beaucoup de demandes pour les parfums, les savons très très parfumés, colorés, etc. Je dis hélas, parce que pour moi ce n'est plus un savon totalement naturel. J'ai dû m'adapter au marché. Voilà. Mais j'aimerais vraiment. Mais j'ai toujours ma gamme. On va par exemple celui-là, je l'ai juste décoré pour le fun à la télé. C'est juste une poudre cosmétique adaptée à la peau. Mais ce savon est un savon 100% huile d'olive, sans parfum, sans additifs chimiques ou quoi que ce soit, qui est parfaitement adapté à tout type de peau, et en particulier les peaux sensibles et les peaux de bébé. Voilà. Donc, et puis vous avez les peaux acnéiques, les peaux bien sûr où il y a donc d'autres pathologies liées bien sûr à certaines donc pathologies, certaines allergies aussi. Vous utilisez des produits comme par exemple Sabun Zeir.
Sabun Zahir, non, pas pour le moment parce que c'est une fabrication à chaud et j'attends juste, j'ai commandé un matériel spécifique, ça s'appelle un slow cooker en anglais, sincèrement je ne connais pas comment on l'appelle en français. C'est un cuiseur avec une cuve en acier peut-être? Non, pas en acier, en terre cuite. Et il y a une double cuve en aluminium en dessous, ça fait une espèce de bain-marie, mais c'est plus intéressant que le bain-marie parce que vous contrôlez mieux la température de votre savon vu qu'il y a un thermostat, etc. Vous pouvez le régler sur une seule et même température sans vous inquiéter si votre savon va brûler ou quoi que ce soit. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, j'attends de recevoir mon vous êtes matériel. passionné, on le constate tout de suite puisque vous parlez tellement bien donc, de votre passion, vous parlez tellement bien de cette fabrication, donc de ces savons qui ont tous une odeur, une couleur et surtout une destination pour quel type de peau. C'est normalement préconisé. En tout cas, on a été ravis de faire connaissance avec vous. Pareillement, tout le plaisir a été pour moi. Si vous le permettez, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Donc, ce que je fais, c'est du savon à froid. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un savon qui permet aux huiles de garder toutes leurs propriétés, tous les acides gras nécessaires à notre peau, vu que notre peau est acide, donc elle a besoin de tous ces acides gras. Ils restent intacts. Surtout qu'il y a un surgraissage dans ces savons, ce qui permet de protéger la peau et de maintenir le film hydrolipidique. Bravo, en tout cas merci pour vos conseils. En attendant de vous retrouver lors d'une prochaine exposition, pourquoi pas. Avec plaisir. Et on vous dit bonne chance pour cette belle aventure, du bio et surtout du naturel. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et puis on vous dit bonne chance pour ce que vous faites. C'est formidable. Nous sommes dans la protection de la nature. On incite aussi tous ceux qui nous suivent aussi à nous suivre et respecter la nature. Regardez quand c'est beau, quand c'est tout protégé. Et bien entendu, on est là pour vous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. Une petite détente. Vous faites du sport? Oui, oui. Vous faites du sport? Oui, ça va? Je viens de commencer. Allez, quelques conseils de mouvement, c'est du sport tout de suite avec notre ami nutritionniste et sportif Djelil Meraska. Il va vous donner quelques conseils, des techniques bien adaptées. Donc il va travailler groupe par groupe, groupe musculaire par groupe musculaire. Allez, on le suit tout de suite. Bonjour, dans ce contexte de confinement, je vais vous montrer quelques exercices qu'on pourra faire à domicile. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la partie inférieure du corps, donc le bas du corps. Et on commence avec le premier exercice qu'on appelle donc les squats ou la flexion des jambes. Et je vais vous montrer l'exécution qui est correcte selon chaque anatomie. Il faut savoir que d'abord, le plus important, c'est de définir un objectif. Quel est votre objectif de la séance? C'est-à-dire que si vous allez faire cet exercice que je vais vous montrer dans un petit moment, vous allez cibler un groupe musculaire bien particulier. Il s'agit donc du quadriceps. On appelle ça donc le cuisse avant. Voilà, cette partie du corps. Sans plus tarder, donc, je vais vous montrer l'exécution du geste et on y reviendra pour les idées reçues et puis je dirais plus les mouvements qu'on fait souvent pas correctement. Voilà. On commence avec le premier geste. Voilà, il faut savoir qu'il faut adapter le geste selon la structure anatomique de chacun. Voilà, il n'y a pas une seule façon d'effectuer un squat, pas une seule, mais plusieurs. Donc selon l'anatomie et la longueur des segments de chaque personne, de chaque individu. C'est-à-dire, je donne un petit exemple, la longueur du fémur. Donc si j'ai un fémur qui est plus ou moins lent, donc il suffira de faire ce geste-là et souvent on a cette tendance à surélever les talons et c'est mauvais. Voilà, donc souvent on a ce geste-là. Aussi le valgus, on appelle ça, donc quand il y a les genoux qui rentrent, on a tendance à rentrer vers l'intérieur, donc on va éviter ça. Sortir les genoux vers l'extérieur, descendre, appuyer sur les deux talons et créer donc un dos bien droit, c'est très important, un regard bien droit, abdomen, sangle abdominal bien serré et on remonte. Voilà. Ok, maintenant, donc il y a plusieurs variantes comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire si j'ai par exemple, je donne mon exemple là, un fémur long, donc c'est l'os là de la cuisse qui est plus ou moins long.
Je vous donne une astuce, vous pouvez utiliser par exemple ce qu'on appelle des cales, okay? Soit des disques que vous avez chez vous, des petits disques pour surélever les talons. Et on va mettre les disques ici, okay? Calés avec les pieds, vous allez faire ça. Voilà, là vous allez mieux cibler la partie cuisse avant, c'est-à-dire les quadriceps. Voilà. Hop. Donc c'est très important de définir l'objectif de l'exercice. C'est le but d'ailleurs de faire de la musculation, donc c'est ciblé par groupe musculaire. Donc quand vous allez faire une séance de sport, en l'occurrence faire une séance pour le bas du corps, il faut définir la partie que vous allez travailler. Là on a commencé donc avec la cuisse avant, et voilà. Donc les erreurs communes dans le mouvement du squat, souvent on voit ça. On descend, hop, un dos arrondi. Ça c'est pas bon. Ok, quand on a un dos comme ça, il faut éviter. Dos bien droit, on descend et on remonte. On descend, on remonte. Deuxième erreur commune, c'est aussi ce qu'on appelle le valgus, surtout pour les gens qui ont des fémurs longs. Donc souvent on fait ça, ce geste-là. Voilà. Ça descend. Donc, pour corriger, genou vers l'extérieur, on descend, ça c'est naturel. Et encore une fois, j'insiste sur ce détail-là. Il n'y a pas une seule façon de faire un squat ou une flexion des jambes. Donc c'est toujours selon l'anatomie, la structure de chacun. Donc c'est très individuel. Voilà. Donc ça c'était la première partie, cuisse avant. Maintenant on passe à la deuxième partie qui est donc on appelle ça les fessiers, hein, donc la partie de la chaîne postérieure au niveau fessier. Et je vais vous montrer donc un exercice qu'on peut faire à la maison ou ailleurs. Ok. Donc la partie fessier, c'est un muscle qui se trouve ici, hein, bon, voilà, donc au niveau de la chaîne postérieure on appelle ça, donc arrière-cuisse un petit peu en haut. Et il faut savoir que le fessier est travaillé dans plusieurs angles de travail. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon aussi de faire, donc de travailler les fessiers. Et aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un exercice qui s'appelle donc le glute bridge, ou donc simplement le pont. Bon, je préfère ne pas faire de traduction. Hein. Glute bridge, donc c'est-à-dire c'est créer un mouvement sur un petit pont. Vous aurez besoin d'une petite élévation, un petit banc, ou même d'ailleurs sur le bord d'un lit, hein, vous pouvez le faire sur le bord d'un lit. Utilisez donc, calez plutôt vos omoplates sur le banc, comme ça. Voilà, assurez-vous que tout est stable. Le principe de stabilité en musculation. Vous voulez cibler une partie, il va falloir de la stabilité. C'est-à-dire quand vous commencez à trembler ou avoir des mouvements parasites, entre guillemets, assurez-vous que vous êtes d'abord stable pour vous faire. C'est valable aussi pour l'exercice qu'on vient de faire à l'instant, les squats. Okay? Donc assurez-vous que tout est stable, les pieds bien ancrés au sol. Je dis bien ancrés au sol, c'est-à-dire on est stable. Okay? On commence le mouvement. Voilà. Là, on engage le fessier. Voilà. Voilà, petite astuce pour créer une meilleure, ce qu'on appelle contraction, c'est-à-dire une meilleure stimulation du muscle. C'est-à-dire quand vous êtes à la phase où vous montez le geste, vous marquez une petite pause, 1 à 2 secondes. Pourquoi le faire? C'est pour en fait créer ce qu'on appelle donc une contraction qui est volontaire. Vous allez donc apprendre mieux le geste et cibler davantage la partie fessier. Okay? Autre astuce pour les débutants spécialement. Donc c'est mettre vos pouces là, vous allez regarder, et créer ce qu'on appelle donc une petite contraction, donc appuyer, puisque le muscle fessier se contracte à l'intérieur. Donc vous mettez les deux pouces par ici, hop, la phase où vous montez, vous marquez 1 à 2 secondes d'arrêt et on redescend. Alors, vous n'êtes pas obligé de descendre complètement au sol, on va voir pourquoi. Si vous faites ce geste là et vous montez, vous allez engager un peu plus les lombaires et peut-être même parfois les cuisses avant. Donc il vaut mieux éviter de descendre complètement en bas pour travailler aux fessiers. Donc restez sur une petite amplitude, c'est-à-dire de là à là. Hop, et vous aurez travaillé donc vos fessiers. Un des meilleurs exercices
pour cibler donc la partie fessier. Encore une fois, à adapter selon chaque individu. Très bien. Hop. C'est ça. Donc vous aurez besoin juste d'un petit banc, une élévation. Et en l'occurrence, moi j'ai pris un pouf. Hein. Vous pouvez faire sur un banc, sur un bord de matelas. Voilà. Souvent on fait cet exercice pour les mauvaises raisons. On travaille le fessier, mais on le fait d'une manière très, j'allais dire, aujourd'hui, et il s'agit donc des fentes. On appelle ça les power lunges. C'est les fentes qu'on fait souvent, donc ça ressemble à ça, voilà, pour les plus. Et je vais vous montrer comment faire les fentes pour faire travailler votre chaîne postérieure, c'est-à-dire arrière-cuisse et un petit peu fessier. D'accord? Alors, souvent quand on fait des fentes, on utilise plutôt un mouvement qui est contrôlé, c'est-à-dire on fait ce geste-là. Hop, lentement. En fait, si toujours vous voulez cibler une certaine partie, il faut déjà qu'il y ait l'intention au départ, c'est-à-dire pensez à votre objectif. Qu'est-ce que je veux cibler? Quelle partie? Voilà, sinon ça va être aléatoire et on travaille un petit peu tous les muscles et c'est pas idéal pour les gens qui veulent cibler certaines parties du corps. Donc maintenant, si on veut cibler les fessiers ou la chaîne postérieure, idéalement on utilise ce qu'on appelle donc une façon de power, c'est-à-dire une certaine dynamique dans le geste. C'est-à-dire quand je vais faire par exemple mes fentes, hop, j'utilise cette dynamique. Hop, voilà, j'arrache le pied, hop, c'est ça. Voilà, je fais le mouvement retour. Voilà, regardez, j'utilise ma dynamique. J'arrache le pied, hop, voilà. Donc là, le geste, déjà le fait d'arracher le pied du sol, hop, c'est là où j'engage un peu mieux mon fessier, mes ischio-jambiers. Et là, donc le mouvement, il sera plus arrière-cuisse, fessier dominant. Il sera moins engagé sur la partie cuisse avant ou ailleurs. Donc idéalement, vous faites les fentes d'une manière plus dynamique, power. Hop. Voilà, ça peut ressembler à un sprint, hein. C'est comme un départ d'un sprint. On fait ça, hop, arrachez le pied au sol. Voilà, et là, vous serez au niveau des fessiers arrière-cuisse. Ok, je récupère un petit peu. Donc ça, c'était le troisième exercice. Ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est le plus important à retenir, hein, en fait, de la partie, que ce soit le bas du corps, on verra pour les prochaines séances sur le haut du corps, c'est votre objectif de la séance. Qu'est-ce que vous voulez travailler particulièrement? Je récapitule. Le mouvement squat qu'on a fait au départ, il était destiné à la cuisse avant. Il peut être destiné pour travailler autre chose. D'accord? Donc c'est très important de définir votre objectif. Si vous voulez que l'exercice soit dominant au niveau des cuisses avant, surtout si vous avez des fémurs qui sont longs, utilisez des cales et travaillez, isolez mieux votre cuisse avant. D'accord? Sinon, pour la partie donc fessier, on a vu qu'on a fait le glute bridge, c'est-à-dire le mouvement sur le banc là. Donc toujours votre objectif c'est de travailler le fessier, non pas le bas du dos. Donc cibler, isoler le muscle. Et en dernier lieu, donc on a fait ce qu'on appelle les fentes, the power lunge, c'est-à-dire les fentes en façon dynamique. Là ça travaille encore mieux, donc vos fessiers, votre chaîne postérieure. Encore une fois, voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle séance. Goodbye. Bravo,
Merci beaucoup Jalil, Yatek Saha, en tout cas pour tous ces exercices. J'espère que vous allez les reproduire chez vous et faire autant, aussi bien que Jalil. Ça va être un petit peu difficile, mais on va essayer en tout cas. Cette fois-ci, après le sport, on va s'intéresser aussi à l'écologie. Je vous avais dit que notre émission aujourd'hui allait revêtir aussi un aspect écologique, protection de la nature. Il y en a une que vous connaissez à travers bien sûr le chant, la comédie, mais vous ne connaissez pas sa casquette aussi d'écologiste né. Il s'agit de Souha Oulha qui est avec nous. Bonjour Souha. Bonjour très chère Amel, merci pour l'invitation. Voilà. Ravie de t'avoir sur notre plateau ce matin et vous êtes dans votre élément. Ton élément où je dis je vous, tu, c'est la même chose. Vous pouvez me tutoyer, tu peux me tutoyer. Déjà là, on est dans un endroit magnifique, sublime. Oui. Merci à Dieu et merci à la nature. Voilà. Et vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites au quotidien. Et avec nous aussi un écologiste aussi, parce que quand on est architecte et quand on, bien sûr, on défend l'urbanistique, etc., c'est très important de faire attention à la nature. Il s'agit donc de Akli Amrouche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors comme je l'ai dit, vous êtes architecte. Ouais. Vous êtes aussi à la direction, bien sûr, de cette belle revue que aujourd'hui les professionnels connaissent, utilisent. C'est Vie de Ville. Oui. Tout à fait, depuis 16 ans maintenant. Oui. Alors justement, Vie de Ville, on a besoin de cet oxygène. On a besoin, c'est vrai, du bâti, bien sûr des normes architecturales, urbanistiques, c'est très important. Mais on a besoin aussi de ce poumon. Comme aujourd'hui, nous sommes en plein jardin d'essai. C'est le poumon d'Alger pratiquement. Hein. Oui, c'est un des rares endroits où on peut déambuler à pied. Oui. Hein, et on peut apprécier la nature. Toutes sortes d'arbres et de plantes. Oui. Et d'espèces. C'est extrêmement enrichissant pour tous les âges. C'est vrai. Même pour les gens qui sont malades, ils peuvent venir ici. Il en faudrait un peu plus des parcs de la sorte, peut-être dans bien sûr des zones urbaines. Oui, sur Alger, par exemple sur Alger, on n'en a pas énormément. Bon, aujourd'hui, il y a les Sablettes, qui est une ouverture aussi vers la mer. On a quelques parcs en centre-ville qui sont connus, qui sont toujours là. Une seule création depuis l'indépendance. Oui, c'est peu. C'est le parc Tifariti, c'est le seul parc au centre-ville qui a été aménagé. Oui. Et c'est dommage. C'est dommage. On espère que dans les développements futurs de la ville, il y aura encore des espaces où des paysagistes, des architectes paysagistes peuvent venir Aujourd'hui, dans le monde entier, on voit que finalement, les murs sont abattus. Quelquefois, on essaye de garder un peu plus de nature. Quand on voit un vieux bâti, on le détruit pour essayer d'en faire peut-être un espace vert. Oui, pourquoi pas. Je veux dire que tout se fait à travers des études sérieuses, des études urbaines. Je veux dire, si on arrive à mettre de l'ambition sur un projet. Alger a une grande ambition de devenir une éco-métropole. C'est ça. Pour le futur. Bon, le projet est en cours. On est en train d'essayer depuis le temps, depuis 2012, on essaie d'assainir Oued el-Harrach et récupérer les berges pour en faire des lieux de promenade, des lieux de nature. C'est pas encore fini encore, donc on est en 2020, donc peut-être qu'il faudra encore quelques années. Quelques sacrifices encore. Oui. Je pense qu'il faut encore débourser de l'argent pour arriver à le faire et surtout intégrer les différents quartiers qui sont sur les bords de ce Oued par exemple. Voilà. Et vous êtes aussi à la tête d'un très beau projet avec la wilaya d'Alger, c'est la ligne verte. Cette ligne verte qui va permettre aussi aux habitants d'Alger de pouvoir aussi se balader et profiter d'un bon bol d'air. Alors, oui, c'est un projet qui date maintenant c'est une idée qu'on avait soumise, ça fait 3 ans de cela, et qu'on a essayé de matérialiser en tout cas à travers un projet. On a même organisé un concours d'architecture, d'urbanisme, avec des jeunes qui ont participé. Donc l'idée c'était de travailler sur une mobilité alternative, une mobilité douce. Qui permettait de découvrir Alger autrement à travers la ligne de crête. Oui. On a bien sûr étudié ce dossier. Au départ, c'était une ligne rouge qu'on a tracée, qui part de Kouba, donc des hauteurs de Kouba, et qui arrive à la Casbah d'Alger, du côté Soustara. Et on a parcouru toute cette ligne et on a vu que c'était possible de le faire. Par contre, pour le faire, il faut de l'ambition et il faut que les autorités aussi s'intéressent à ce projet. Ce n'est pas un projet budgétivore, c'est plus un investissement. Parce que quand vous développez
une highline. Nous, on appelle ça oui. une highline comme celle qui existe à New York ou à Séoul ou dans plusieurs pays. En fait, on fait des promenades avec des mobilités douces, avec des petits véhicules électriques, avec des vélos, etc. Donc, on a pu, malgré la déclivité qu'on peut voir, c'est très difficile à Alger parce que c'est bien sûr c'est des côtes, c'est des pentes, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est ça l'avantage de la ligne de crête, c'est que pratiquement c'est plat. D'accord. Et donc, on essaye de suivre une côte. On a suivi cette côte et on a essayé de voir qu'est-ce que ça a donné sur le terrain. Et, vous avez des images d'ailleurs. Hein? Oui, vous avez ramené donc des images pour peut-être mieux illustrer tout cela. Voilà. Et pour comprendre un petit peu, c'est un projet qui va en tout cas plaire aux habitants. Hein? C'est juste pour leur faciliter, bien sûr, la marche, la visite. Tout à fait, pour les habitants, mais aussi pour ceux qui viennent découvrir Alger. En fait, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. C'était une idée qu'on avait lancée puisqu'il y avait le projet d'aménager la bande côtière, donc ce qu'on appelle nous les postes prioritaires, donc les plans d'occupation de sol, parce qu'il y a un plan directeur qui a été approuvé en décembre 2016. Et puis il fallait commencer à faire les études de détail. Et dans les études de détail, c'est là où les urbanistes essayent de créer des choses, des alternatives pour les citoyens pour qu'ils se retrouvent. Donc il y avait la ligne de côte qu'il fallait aménager, bien entendu. Mais il y avait beaucoup de contraintes. Donc on a réfléchi à proposer justement une alternative qui pouvait aussi équilibrer entre la ligne de crête et la ligne de côte. Voilà. Avec bien entendu des chemins transversaux, en fait, c'est relier la ligne de côte, la ligne 100 à la mer. Voilà. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Et je pense que le jardin a été intégré, bien sûr. Bien entendu, le jardin est un élément extrêmement important dans ce plan. On avait réfléchi à l'époque avec Jamel Klouch, avec Kamal Ouafi, paysagiste, qui a fait de renom, qui va se faire sortir un ouvrage. Je profite, bientôt il sera disponible sur toute sa carrière. C'est un très bel ouvrage qui retrace un peu sa carrière, mais ses projets paysagers. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur le jardin d'essai et on s'est dit que ça devait être un moment extrêmement important quand on vient sur Alger. L'entrée à Alger doit être matérialisée et renforcée par l'image du jardin d'essai qui est aujourd'hui encore, malheureusement, peu mis en valeur. Voilà. Et donc l'idée c'était justement d'avoir un couloir de mobilité douce. On pouvait prendre aujourd'hui, si vous prenez des photos sur l'amphithéâtre d'Alger, vous prenez des risques. Il n'y a même pas un balcon, il y a un seul balcon du côté d'Al Mahsoul, un grand balcon mais qui est très mal fréquenté, qui n'est pas encore aménagé en conséquence. Mais quand vous allez au monument des martyrs, vous avez cette vue imprenable, mais il n'y a pas assez d'espace pour les gens qui viennent découvrir. Alors nous, ce qu'on avait proposé, c'est carrément un parcours long de plusieurs kilomètres et qui faisait des haltes à chaque fois et que c'était autant de haltes où il pouvait y avoir des investissements pour rentabiliser le projet. Alors bien entendu, quand on parle comme ça, c'est vrai que c'est un couloir de 12 mètres. Il ne faut pas voir du béton et tout ça. Nous, on propose que ça soit construit avec des matériaux comme du bois, du métal, bien entendu. Des choses dans le respect, bien sûr, de l'environnement. Dans le respect de l'environnement, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de s'y mettre et essayer de travailler la chose. Et ça ne dérange aucunement le paysage. Quand vous venez, par exemple, de la mer, c'est pas quelque chose qui choque, c'est juste une ligne sur la ligne de crête qui n'apparaît pratiquement pas. Vous allez voir juste les gens en train de déambuler. Très bien. Eh bien, on est pressé de voir tout cela concrétisé. On va continuer à en parler, mais puisque vous donnez l'occasion aussi aux téléspectateurs de parler d'Alger, on va beaucoup donc parler d'Alger ce matin, et puis bien entendu offrir aussi aux photographes, à l'œil aguerri, de pouvoir aussi immortaliser des moments, des endroits magiques et magnifiques. Il y en a un qui est passionné donc de photographie et il dit Alger, c'est moi. Il connaît coin par coin, recoin par recoin, donc Alger, la ville d'Alger, et il a voulu bien sûr immortaliser à travers son objectif quelques endroits. Lamia Boudbouda l'a rencontrée et l'a accompagnée. Elle a été sous le charme en tout cas de ce personnage, parce que c'est un personnage. On va le voir à travers bien sûr ce portrait qu'elle lui a réalisé.
inspiré Alger. Je me suis lancé pour la photo بلا ما فق بلا ما على بالي. Alger c'est mes repères. Alger c'est moi. حمتي ما فيل ناطال كل حاجه دونك ونحبها باسكو هي بارتيكولير ما تشبهش لي زوتر Cet amour pour Alger, Farouk veut le partager coûte que coûte avec tous les amoureux de la bien gardée El Mahrousa. C'est un bonheur pour moi. J'aime partager. Parce que ça ne veut rien dire le can dire des photos garder au milieu. Donc je partage au maximum. وما نخلي عندي والو كامل بارطاجيها. هذا كل البليزير ديالي. Retraité 30 ans au service de la Poste, Farouk marche depuis. Vous l'avez peut-être aperçu dans un coin ou recoin de la ville. Il a l'œil au bout des doigts. J'aime marcher. Alger تعرفيها كي تمشي. لازم تمشي باش تعرفي ألجي. كاين لي ديتاي تشوفيهم غير كي تكوني تمشي. سي امبورطون. L'amirauté, le cœur du photographe s'emballe. Ici, son imaginaire s'agite. Sa mémoire remonte le temps jusqu'à la fabuleuse histoire de ce lieu. Chaque matin, نروح ندير لوفي دو سولاي لازم نكون حاضر فيه مهما كانت الساعة ل 4 دو ماتان 5 6 نحضر اللوفي دو سولاي نصور لوندروا لو بلو سوفون يكون فيه نكون اليز فيه ونحبه بزاف سي بيان دو كوتي دو لاميروتي الجامع الكبير وكل حاجة سي ان سيت هيستوريك فيه بريسك 3 مليون ديستوار. وانا j'ai vécu بزاف تما باسكو جي ترافاي شاك بوستو سي جوست ا كوتي دونك ايماجيني 30 ans تاع خدمه في شاك بوستو ودونك جو كونتينيو توجور باش نروح لتما. Alors, vous avez pu suivre justement ce passionné Farouk Toumi qui a donc réalisé pour nous l'Ami Ahmed Bouda. On reste dans l'urbanistique, on reste dans l'écologie, bien sûr dans le beau, dans la ville d'Alger. Et avec nous toujours nos invités, Akli Amrouche qui est donc architecte et aussi directeur de la revue Vie de Ville, et Souha Oulha qui est passionné donc d'écologie, pas que, hein, mais cette fois-ci on va vous faire intervenir sur bien sûr votre passion aussi qui est l'écologie dans un moment. N'est-ce pas, Souha? Avec grand plaisir. Vous avez pu suivre un débat qui vous passionne. Hein? Exactement, exactement, parce qu'on est reliés. Il défend ce que je défends ce qu'il défend. C'est ça. Pas tout le temps, mais je défends ce qu'il défend aussi. Voilà. Donc, voilà pratiquement complémentaire. Vous allez vers les mêmes idées, donc avoir un beau bâti avec bien sûr le respect de l'environnement, le respect aussi des règles urbanistiques, c'est très important. Et surtout avec ce beau projet, on rappelle encore une fois la ligne verte dont vous êtes venu nous parler ce matin. Alors il y a des images qui vont défiler, surtout sur ce beau projet qui va prendre forme bientôt. Écoutez, les études ont été gelées jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait plus d'une année maintenant. J'espère qu'il va reprendre de plus belle. Je pense que dès que le poste intercommunal en fait, sera approuvé, j'espère qu'il y aura un début de réalisation. Bon, c'est pas quelque chose qui va coûter énormément d'argent, mais ça peut faire appel à des investisseurs. Et comme vous nous l'avez dit, il y aura des cars ferry qui feront la chaîne pour venir visiter Alger, probablement. J'espère qu'il y aura une reprise en tout cas du tourisme, de l'activité en général et puis du tourisme en particulier. Bien sûr, après cette crise sanitaire qui est une crise mondiale, c'est vrai. Mais nous, on espère, on va vers l'espoir de pouvoir vivre comme nous vivions et peut-être un peu mieux. J'espère beaucoup mieux même, j'espère. Alger garde toutes ses potentialités intactes.
les plaines de poches végétales qui devraient être ouvertes au public. Oui. J'ai en tête, bien entendu, et dans la ligne verte, normalement devrait passer par l'ancien palais du peuple, là, qui était ouvert à un certain moment au public, qui est un jardin magnifique aussi, et qui va traverser jusqu'à arriver à la Casbah, ou bien démarrer de la Casbah et revenir jusqu'à Kouba. C'est que c'est dans les deux sens. On ira, Souha? Grand plaisir. On sera les premières, Inch'Allah. Exactement, les premières. On aura notre guide avec nous, qui sera là, Inch'Allah. Plus on est nombreux à y croire, écoutez, plus on a des chances de faire réaliser ce projet. Et vous êtes toujours, vous nous l'avez dit plusieurs fois sur nos plateaux, vous faites aussi la guerre à cette pollution urbanistique. Vous dites l'Algérie a formé suffisamment d'architectes aujourd'hui pour pouvoir corriger, arranger et surtout contrecarrer peut-être certaines malfaçons. Souvent, c'est des méthodes de travail qui ne sont pas bonnes. Il faut s'adapter, il faut savoir comment faire pour revitaliser des tissus qui sont mal façonnés, mal conçus, parfois anarchiquement construits. Et donc, je pense qu'il faut des visions d'ensemble d'abord, et puis faire travailler des groupes d'architectes, pourquoi pas, sur des problématiques un peu plus grandes que la maison individuelle. Je veux dire, prendre les maisons, on va dire, inachevées cas par cas, ça ne règle pas le problème du paysage urbanistique. Il faut prendre des quartiers entiers, et c'est bien sûr de travailler avec les habitants, les mobiliser avec vous sur des projets ambitieux. J'insiste sur le fait de lancer des projets qui doivent être absolument ambitieux pour qu'ils réussissent. J'en suis convaincu. Et c'est un travail commun avec beaucoup aussi de personnes qui s'intéressent à surtout l'esthétique. C'est très important, l'esthétique. Souha, vous êtes aussi, comme je l'ai dit, très à cheval sur l'environnement, l'esthétique aussi. Vous étiez tout à l'heure en débat avec notre ami Akli pour parler donc de l'urbanistique, des lois et des textes de loi qui existent, mais qui ne sont pas forcément respectés. Aujourd'hui, vous êtes toujours avec votre groupe, parce que vous faites partie d'une association qui défendait la nature à travers différentes actions. Vous êtes sur le terrain. Tout à fait. Alors moi personnellement j'ai commencé seule. Je dirais plutôt j'ai commencé avec ma maman qui est aussi écolo, donc j'ai appris ça d'elle et j'ai commencé à faire des actions seule. Et puis à un moment donné il y avait des personnes autour de moi qui avaient le même amour que moi. Donc on a fini par faire un collectif. Je fais pas partie d'une association. Je travaille avec des associations mais un collectif libre qui peut agir dans n'importe quelle ville. On peut prendre nos sacs et on part. Tiens, cette ville aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose avec ces gens, parce que ce qu'il faut faire et ce qui est important, c'est qu'il faut responsabiliser plutôt le citoyen. C'est ça. C'est très important. Seul, on ne peut rien faire. Le citoyen doit savoir que cet endroit, par exemple, est à lui. Il doit prendre soin. Le quartier est à lui. Il doit prendre soin. Si on laisse un quartier sale, ça veut dire qu'on aura des maladies. Ça veut dire qu'on va avoir des problèmes. Ça veut dire nos enfants peuvent tomber malades. Beaucoup de choses. Et votre arme, justement, ce sont aussi les réseaux sociaux. Vous faites beaucoup d'actions. Vous les postez sur les réseaux sociaux. Et vous dites, voilà, aujourd'hui, on est là. On va agir sur telle et telle peut-être plage ou endroit où vous voyez donc que ça ne va pas, et vous faites appel à un maximum de personnes pour venir vous aider. Vous êtes toujours munis de vos gants, vos t-shirts, vos sacs poubelles, et vous y allez. Tout à fait. Parce qu'avant, je faisais ça dans l'anonymat. Je suis une artiste connue et tout. Mais l'écologie, c'était vraiment dans l'anonymat. Pour moi, je n'ai pas besoin de le dire. Vrai. Jusqu'au jour où il y a eu un problème. En fait, il y avait quelqu'un, un investisseur. Je ne suis pas contre les investisseurs, bien au contraire. Bien au contraire, on en a besoin. Mais que les investisseurs respectent les zones humides, respectent la nature. On ne peut pas bétonner une nature. Une nature protégée, on ne peut pas la bétonner. Tout à fait. Après, on avait un problème. Et là, c'était la première fois que j'ai pris mon portable et j'ai fait une vidéo et j'ai parlé. Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui a fait le tour de l'Algérie et ça a fait bouger les choses. Beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a eu dans une ville, pas sur Alger, dans une autre ville. Et ça a bougé les choses. À partir de ce jour-là, j'ai dit oui, non, il faut que je commence un peu à faire rentrer les gens. Parce qu'on a tendance, autant que leader... Agir seul, peut-être. Pas que cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui profitent un peu des réseaux sociaux pour des choses qui n'ont pas de valeur, banales, très banales. Non, mais cette Algérie est à nous tous. On doit prendre soin. On a un pays mais riche
de nature, riche de sa culture, riche de ses plats, de ses gens. Donc il faut en profiter, on peut faire une mine d'or. L'Algérie n'a pas besoin que de pétrole. Cette jeunesse aussi que tout le monde nous jalouse parce que donc, ce sont des jeunes ambitieux, des jeunes pleins d'idées, des innovations qu'on voit à chaque fois, à chaque intervention. Vous êtes aussi l'exemple type de cette jeunesse qui fait beaucoup de choses. Hein. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes dans la comédie, l'artistique, etc. Mais vous n'avez pas négligé, bien au contraire, ce côté écologique. Et c'est pour ça qu'on vous a reçu ce matin. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà, donc moi je vais, vu qu'on n'a pas peut-être beaucoup de temps, mais il y a un point qui est très important pour moi, c'est qu'il va falloir qu'on fasse intégrer limite une matière au primaire qui s'appelle nature. Pas juste une petite séance ou deux, une matière qui s'appelle nature. L'enfant doit savoir c'est quoi la valeur de la plante, pourquoi, qu'est-ce qu'elle donne cette plante, la mer, ce qu'elle donne, les animaux, leur valeur. Et là, automatiquement, l'enfant va se sentir responsable. Donc, l'enfant peut agir. Donc, il va falloir travailler sur la génération qui va venir. Moi, je demande vivement aux personnes qui sont aux responsables, tout à fait, d'intégrer, de penser, parce que grâce à ces enfants, c'est les enfants qui vont, en fait, qui vont changer peut-être leur vision des choses. Et non, mais même aux adultes, ils vont donner des leçons aux adultes. Oui, c'est vrai, ils sont les premiers, hein, les enfants. Vous en avez, quand vous faites des sorties comme ça sur le terrain, vous en avez fait pas mal, hein, des sorties sur terrain. Tout à fait. Vous nous avez ramené des vidéos, des photos. Tout à fait, tout à fait. Généralement, quand on sort pour nettoyer, moi personnellement, quand ça dépend de l'endroit, quand c'est vraiment un endroit très rude où il y a beaucoup de dangers, je demande à ce qu'on ne ramène pas d'enfants. Mais quand c'est symbolique, quand c'est un endroit, par exemple, où on va justement ici, par exemple, on vient juste pour ramasser les mégots, les déchets jetés par les gens. Là, je ramène des enfants avec nous pour planter les arbres. Parce que les enfants ont fait attention. Ils adorent surtout participer à cette relance de l'écologie, la protection de la nature. Ils veulent faire comme les grands aussi. Ils sont plus forts encore que les grands parce qu'ils sont à fond dedans. Tout à fait, tout à fait. Et puis, je me rappelle une fois, on était en train de faire le nettoyage et un enfant, d'ailleurs que je l'ai salué l'autre fois, et je le salue aujourd'hui, Enir, il a fait une réflexion à toutes les personnes qui étaient là avec nous. Il leur a dit, vous voulez fumer, vous voulez vous tuer, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est que quand vous jetez votre paquet de cigarettes, paquet de cigarettes, il a pris le paquet, il a dit ce paquet peut brûler des hectares. C'est vrai, c'est vrai. Et on le vit en ce moment. D'ailleurs, il y a des forêts qui sont en train de brûler. Ça, encore une fois, c'est une affaire de tous. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'il fait chaud, il y a des herbes sèches, etc. Ça peut prendre spontanément, mais l'homme est aussi le premier à être incriminé. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir, parce que la nature seule, quand elle brûle, quand même, elle ne fait pas beaucoup de dégâts, elle ne fait pas des phénomènes, elle ne prend pas plusieurs hectares. Mais quand il y a la saleté, qu'on jette nous, parce que en fait, il y a une culture, on n'a pas cette culture de ne pas jeter à l'extérieur. Et aussi, il y a un autre problème que je dois souligner. On a un problème de gestion de déchets. Il y a un problème énorme en Algérie. Moi, je parle pas d'Alger, je parle de toute l'Algérie. On a un problème énorme de gestion de déchets. On a un manque de poubelles. On a un manque de... en fait, moi, je dis qu'il va falloir laisser le privé faire des épiques. Il faut faire des épiques. Parce que seul le Oumel Nadafa, comme on dit... on les salue d'ailleurs, on leur rend hommage. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps, que ce soit les jours fériés, les jours de fête et tout, ils sont réquisitionnés. Et ils travaillent sans relâche parce que c'est d'abord le premier à être incriminé, c'est bien entendu l'individu, le citoyen lambda. Il y a aussi, attention, bien sûr, le citoyen lambda qui... Il y a un problème de méthode aussi, de tri, de récolte, etc. C'est ça la gestion des déchets, c'est ça. C'est quand on la gestion des déchets devrait faire l'objet aussi d'études urbaines. Quand vous faites un plan d'urbanisme, vous êtes obligé normalement de produire une réflexion sur la collecte des déchets, sur les volumes à récolter, les statistiques servent à ça, etc. Aujourd'hui, on a les outils technologiques pour rapidement avoir des statistiques
scientifiques fiables pour pouvoir répondre à ce qui se passe sur le terrain. Exactement. C'est ça. Et bien sûr, valoriser les déchets. Voilà, valoriser les déchets, vous avez vu, vous avez pu voir tout à l'heure aussi sur notre plateau, on a reçu donc des gens qui se sont constitués en groupe pour justement faire du recyclage. Là encore une fois, c'est quelques exemples éparses, mais peut-être que ça sera généralisé un jour. C'est un problème mondial. Pourquoi pas donc en profiter et faire aussi dans la recyclerie. Tout à fait, parce que en fait, généralement, quand on sort, quand on nettoie, parfois on trouve des objets vraiment qu'on peut faire des merveilles avec. De un, le recyclage, c'est très important, parce que il faut voir que généralement, je dis dans mes réseaux sociaux, je dis aux jeunes, je parle un peu un langage pour que tout le monde comprenne. Je leur dis, si vous saviez à quel point il y a des millions et des milliers d'argent jetés à l'extérieur, déjà le fait de sortir, de ramasser le plastique, toi jeune, tu ne bosses pas encore, tu peux aller ramasser le plastique. De un, tu vas sauver la nature. De deux, tu vas aller vendre ton plastique et avoir de l'argent. Ça, c'est un exemple, hein. C'est juste un exemple. Mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Alors, vous êtes tous les jours sur le terrain, Souha ? Franchement, quand vous faites une action, il y a un lieu bien précis, c'est les citoyens qui vous appellent. Ça se passe comment? En fait, ça dépend. Moi, personnellement, les sites culturels, généralement, j'attaque ce genre d'endroit. Les sites protégés. Protégés, culturels, parce que généralement, le danger est là. Il y a des gens... Il faut agir vite. Oui, il faut agir très vite. Et puis après, oui, des fois, il y a des gens qui m'appellent, tel quartier, on va faire telle l'action, on aimerait bien vous avoir avec nous. Des fois, non, des fois, je prends mon sac. Aujourd'hui, j'ai rien à faire, donc j'ai mon sac, j'ai mon matériel, et je dis, je vais faire 3 km de marche, donc 3 km de nettoyage, et j'épargne rien, hein. Même les mosquées, je monte, je nettoie et je descends. Voilà. Donc, va falloir que chacun de nous, parce que cette Algérie, c'est pour nous. Si je dis bien, Balek, le monsieur, il va être d'accord avec moi, toi aussi très cher. C'est que si on va abandonner ce côté, dans 10 ans, on aura de sérieux problèmes en Algérie. C'est vrai, il faut faire très attention. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous pour parler d'écologie, d'architecture et surtout de beaux projets pour l'Algérie et pour en particulier la ville d'Alger, pour celle d'aujourd'hui. On va terminer aussi avec vos actualités respectives et présenter les livres aussi. Souha, alors on vous a reçu Flahid aussi pour une émission commune, ça a été aussi un plaisir de parler aussi de votre actualité cinématographique, le film que vous avez donc, le rôle que vous avez endossé, c'est pas un rôle simple aussi, c'est une moudjahida qui s'est sacrifiée pour son pays, c'est Saleha. Ouais, c'est tout à fait, c'est la martyre Saleha Outrabriya, Rabbi yarhamha, et c'était vraiment pas facile pour moi, mais c'était un très grand honneur pour moi. J'ai acquis de sa maturité, j'ai acquis de son vécu, j'ai acquis de son courage, et franchement, à chaque fois que j'incarne un personnage, enfin une personnalité qui a existé dans le temps, c'est là où je me dis oui, comme elle a fait elle, je ferai moi et je ferai encore. Voilà. Alors vous êtes sorti dans des conditions très difficiles de tournage avec bien sûr le réalisateur Monsieur Sahraoui. Oui. On le salue. Ouais. Voilà. Et puis vous avez cette fois-ci été bien sûr à la tête, on va dire, de ce film, l'actrice principale de ce film. Et bien entendu la famille donc de Saleha Outrabriya vous a beaucoup aidé pour travailler le rôle, pour s'inspirer un petit peu de son vécu. Tout à fait. Donc, comme je dis l'autre fois, au jour d'aujourd'hui, on a un problème avec... on n'a pas beaucoup d'informations sur nos martyrs, sur nos femmes surtout, sur les femmes. Donc, dans le maquis, qui se sont sacrifiées. Tout à fait, elles se sont sacrifiées, elles ont fait beaucoup de choses, elles ont été courageuses parce que en fait être dans le maquis avec des hommes c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Moi en jouant le rôle, j'ai compris qu'en fait elle était là contre l'ennemi bien sûr, mais il fallait qu'elle s'impose aussi avec les hommes parce que ça reste que l'homme est là toujours à imposer un peu son idéologie. Je vais avoir des problèmes, mais elle était là, elle était aux côtés de l'homme, on va dire. Bien toujours sûr, aux côtés de l'homme pour bien sûr s'affirmer. En tout cas, c'est un très beau film qui, espérons
on verra bientôt, dès que la crise sanitaire sera donc terminée. On verra ce film dans les grandes salles, ici en Algérie, un petit peu partout. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bien sûr, vous étiez aussi à travers la chanson avec aussi un beau projet pour le 5 juillet. Oui, tout à et fait. vous continuez toujours. Hein, vous êtes, je m'arrêterai jamais. Voilà, vous êtes très, très, très active sur le terrain et pas que dans le cinéma, dans la chanson. On vous souhaite bonne chance et merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. C'est gentil. Voilà, merci à cette nature et pourvu que l'Algérie ira mieux. L'Algérie a tout pour être le meilleur pays au monde. Voilà. Yatek Saha, merci Souha. Avec bien sûr ces belles paroles, on va aussi clore avec vous. Akli Amrouche, merci d'avoir été notre invité. On présente les livres aussi. C'est agréable. Ça nous a permis de sortir un peu aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, vous nous avez ramené 3 numéros. Ce sont donc des numéros qu'on retrouve aussi dans les bonnes librairies. Oui, la revue, c'est vrai qu'elle est adressée à un public averti, on va dire. C'est une revue d'architecture, ceux qui aiment l'architecture. Il y a des dossiers qui sont des dossiers de fond et qui analysent la société, comment elle évolue et comment les architectes, les praticiens envisagent un peu l'avenir de certains quartiers, de certaines villes. Voilà. Vous nous avez ramené les plus récentes. Ouais. Et puis, bien sûr, le projet le livre aussi de Kamel Louafi. De Kamel Louafi, chorégraphie paysagère, donc qui va sortir bientôt. Ouais. Normalement, d'ici la fin août. Ouais. Il sera en vente. Et puis on a d'autres projets qui sont pour le moment un peu gelés. On attend en attendant la reprise pour beaucoup de secteurs. Il n'y aura pas beaucoup de casse à la reprise. J'espère que les gens s'en sortiront et qu'on connaîtra la nouvelle Algérie. Inch'Allah. Voilà, on termine avec cette dernière revue. Numéro, encore une fois, merci beaucoup d'être venu, d'avoir été patient aussi avec nous pour cette émission. C'est vrai qu'on est en pleine nature, il y a du vent, il fait quand même un petit peu chaud, mais en tout cas, c'est pour la belle cause, c'est pour notre émission Brise d'été spéciale, donc Bonjour d'Algérie spéciale, donc saison estivale. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié tout le contenu, nos invités, notre programme, et on se dit à très vite. Et puis merci à toute l'équipe de nous avoir bien sûr accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont bien sûr suivis. Et puis on vous dit à très vite. Merci à l'équipe du CAR HD3. Et puis merci à tous ceux qui sont en régie, qui travaillent, notre équipe du Bonjour d'Algérie. Merci. On se quitte avec le chant de Amel Brahim Djelloul. Et à très bientôt. Au revoir.